Marina Yagello, les mots et les femmes. Maman ou putain, la femme est de toute façon définie par des qualités physiques. Elle est belle ou moche, blonde ou rousse. Et morale, c'est une sainte ou une teigne, un poison. Dans les deux cas, c'est le pôle négatif qui est le mieux représenté, ce qui illustre fort bien cette citation des Pasquiers de Georges Duhamel. En argot, il y a 100 mots pour désigner les femmes. Et ce qu'il y a de plus chic, c'est que tous ces mots d'argot ne sont pas synonymes, fichtre non. Margot la piquée, par exemple, était exactement ce que j'appelle un choléra. Un choléra, c'est une petite femme brune, pas très soignée de sa personne, avec des ongles en deuil et maigre, surtout maigre à montrer les os des hanches et les côtes et tout le bazar. La même personne qui serait grasse, on l'appellerait un boudin. Si par hasard elle est plus grande, pas très grasse et mal peignée, c'est un raquin qu'il faut dire. La taille au-dessus encore, avec un brin de fesse et le tout à l'avenant, ça devient très batte et c'est proprement une gonzesse. Et si la gonzesse est vraiment maousse, houlepette, à l'arnache, autrement dit, alors c'est une ménesse, quelque chose de tout à fait bien, l'article vraiment supérieur. Une ménesse qui prend de la bouteille, ça tourne vite en rombière, surtout si l'encolure commence à gagner en largeur. Et quand une rombière engraisse en gardant de la fermeté, c'est déjà presque une pétasse. Mais malheur, si ça ramollit, nous tombons dans la poufiasse, horreur, et dans la grognasse, et on ne sait plus où l'on va. L'amalgame entre la femme et la putain, on le voit, est presque total. Il y a osmose permanente entre les deux concepts. On peut donc poser comme règle générale: tout mot dont le référent est de sexe féminin, si innocent, si prestigieux, si favorable soit-il, peut servir à désigner une prostituée. Inversement, tout synonyme de putain peut s'appliquer à la femme en général. Nana, bonne femme, souris, rombière, etc. ont désigné à l'origine une prostituée. La femme n'est jamais qu'une putain en puissance. Voilà pour l'aspect qualitatif de la question. Reste l'aspect quantitatif. Je n'ai cité ici qu'un échantillonnage réduit du corpus réuni par Guéraud, environ 600 mots, qui n'est lui-même pas exhaustif. Les mots désignant les hommes sont, eux, très peu nombreux. 4 ou 5 dans les dictionnaires analogiques et des synonymes, 36 chez Guéraud. L'extraordinaire abondance de ce vocabulaire appelle une explication. Dans une communauté de langues, le degré de différenciation lexicale d'un champ référentiel augmente avec l'importance de ce champ pour la communauté. Brown et Ford, 1961. Selon ce principe, la femme serait donc nommée de façon d'autant plus diverse que sa place est plus importante dans la société. Ce que confirme Bruno. L'exemple le plus varié d'expressions caractéristiques est peut-être celui des noms donnés à la femme par les poètes qui l'ont chantée, d'une part, et par les hommes qui ont eu à se plaindre d'elle, d'autre part. Toutes les passions, l'amour, la jalousie, l'adoration et la haine, l'expérience aussi, avec ses constatations et ses jugements, s'unissent pour donner au nom officiel d'épouse d'innombrables variantes, depuis l'ange jusqu'à la misérable. L'art, la mythologie, le ciel des chrétiens, le genre animal, les végétaux du jardin et les lianes de la libre nature fournissent à la pensée abstraite et raisonnable, et surtout au sentiment, les moyens de ne pas abuser de trésors ou de monstres, et d'admirer ou d'injurier sans danger de se répéter. Or, ce vocabulaire est, premièrement, de création essentiellement masculine, deuxièmement, essentiellement péjoratif. Il faut donc penser que la femme occupe plus de place dans la vie, l'esprit et le cœur des hommes que ceux-ci ne le désireraient. Un Américain s'est amusé à calculer que le nom du diable battait tous les records de synonymie. Il semble que la femme lui fasse concurrence. D'autre part, on a vu que cette multiplicité d'appellations
situait avant tout la femme comme objet sexuel. C'est donc dans le contexte plus large du vocabulaire de la sexualité qu'il convient de replacer la femme. Guiraud souligne l'extraordinaire richesse de la synonymie dans ce domaine, primordial dans l'expérience humaine. Il recense 7000 mots pour couvrir 50 concepts, dont plus de 500 pour la femme, plus de 800 pour le sexe de la femme, 550 pour le pénis, plus de 1300 pour désigner le coït. On en dénombre autant, sinon plus en anglais, et c'est sans doute une constante des langues. On a là l'illustration parfaite du principe énoncé par Brown et Ford. Comme on l'a vu, cette richesse lexicale repose en grande partie sur l'euphémisme, ou la peur des mots qui participent d'un désir d'éliminer ce qu'on craint en évitant de le nommer, ou en le péjorant par l'emploi de l'antiphrase et de la métaphore. Ainsi, dans le domaine de l'érotisme et de la prostitution, la femme, objet indispensable et désiré, est en même temps niée. Refuser d'appeler les choses par leur nom, note Robert Edward, c'est élargir la place que tiennent ces choses dans le langage. 70 termes pour désigner le sexe de la femme, pour éviter de l'appeler par son nom. On multiplie par 70 le risque de les voir proférés, puisqu'il s'agit d'euphémismes et de métaphores. Guiraud, lui, en dénombre 825. Or, si les mots qui désignent le sexe de la femme sont très nombreux, ils sont très peu différenciés. Le con est un terme générique qui recouvre tout appareil génital féminin, sans distinction ni nuance. À ce propos, il est bon de relever que cette représentation de la sexualité et le langage qui en découle est d'origine entièrement masculine. Ces images et ces mots reflètent une expérience qui, à de très rares exceptions près, est vécue et traduite uniquement par les hommes. Il est frappant de constater que ce langage, si l'on en juge au nombre de mots, des images et à leur pertinence et leur originalité, est très pauvre et souvent inadéquate quant à la description de la sexualité féminine dont nous commençons pourtant à soupçonner qu'elle est psychologiquement et physiologiquement plus riche que celle de l'homme. Et cette carence du langage est une véritable castration qui empêche et qui interdit à la femme non seulement de connaître clairement sa propre sexualité, mais de la vivre et de l'assumer. Et les conséquences en sont bien plus considérables encore dans la mesure où la sexualité, et la sexualité masculine, constitue la métaphore fondamentale à travers laquelle nous imaginons et nous représentons toute réalité psychique, mentale, affective, libidinale. Voir aussi à ce sujet le symbolisme qui tend à lier genre et sexe. Le sexe masculin, en revanche, est nettement différencié. 550 mots pour le pénis, environ 80 pour les testicules. Quel contraste là encore entre les formes hypocoristiques, louangeuses, qui désignent le sexe masculin, et les formes injurieuses, ordurières, appliquées au sexe féminin. La femme se réduit pour l'homme à un produit à consommer. L'importance de ce produit se signale par la multiplicité de ses appellations. Le sexe de la femme n'est que le lieu de la consommation de ce plaisir. Il se réduit donc à un con, c'est-à-dire, toujours selon Miller, à rien. Sa spécificité, sa diversité est niée. Du même coup, c'est la sexualité féminine qui est niée. Ce que confirment les noms de l'orgasme. Guiraud en dénombre 50 qui désignent l'orgasme masculin, 9 seulement pour les femmes. Le vocabulaire érotique souligne ainsi le contraste entre la femme passive et l'homme actif. Sur 1300 synonymes de coït, environ 80 le définissent du point de vue féminin. Et encore, tous ces mots ont-ils un sens passif. Tout est fait pour souligner l'opposition des pôles. Actif-passif, fort-faible, négatif-positif, alors qu'il faudrait favoriser la synthèse harmonieuse des principes contraires. La plupart des synonymes de baiser et de coït, de référence et d'utilisation purement masculine, ont un sens hostile, agressif. L'idée de lutte et d'attaque y est centrale.
Corrélativement, le pénis est vu comme une arme ou un outil, ce que manifeste de tout temps le folklore sexuel. Le bon baiseur est valorisé par sa vaillance et son ardeur au combat. La bonne baiseuse est plutôt une femme experte. C'est une bonne élève qui a été bien instruite par son maître, dont elle a retenu les leçons. Rien d'étonnant alors à ce que le verbe baiser est une construction différente pour les hommes et pour les femmes. Un homme baise une femme, transitif. La femme se fait baiser. À la rigueur, elle baise avec, ou elle baise tout court, construction intransitive. On voit combien tout se tient dans ce système, en particulier l'extrême des valorisations de la femme. Son aliénation est une conséquence de sa passivité. Elle-même découle de la métaphore fondamentale qui, au sein du système linguistique, fait du coït la forme exemplaire de l'action. Guiraud. La jeune fille apparaît comme absolument passive, elle est mariée, donnée en mariage par ses parents. Les garçons se marient, ils prennent femme. Beauvoir. Est con, littéralement, celui qui se fait baiser, qui se trouve dans une situation passive. Ainsi, la femme n'est pas seulement dénigrée, insultée, diminuée en tant que femme, elle est encore à travers ses organes sexuels qui sont systématiquement décrits comme sales, moches, honteux, passifs, etc. La femme n'est qu'un con ou qu'un cul. Au-delà, et métaphoriquement, la femme et son sexe deviennent des insultes, et surtout pour injurier les hommes. Fait remarquable dans un système linguistique où les formes du masculin sont considérées grammaticalement et sémantiquement comme primaires dans le domaine de l'injure, c'est bien souvent le féminin qui sert de forme de base. Non seulement un grand nombre d'injures ayant pour référent la femme ou le sexe féminin sont applicables aux hommes, mais de plus, le genre féminin sert à la formation de nombreuses injures sans renvoyer pour autant à la femme. Ainsi les finales ouille, andouille, fripouille, nouille, en aille, canaille, flicaille, en hure, roulure, ordure, sont-elles particulièrement productives. Les injures à caractère sexuel signalent le mépris de la femme, mais plus profondément, elles sont dues à la peur de la femme, ou plutôt peur de l'impuissance, dont la femme est jugée témoin, d'où la nécessité pour l'homme d'attaquer le premier. La femme n'est qu'une pute, ou alors elle est frigide, ou encore mal baisée, ce qui constitue l'injure suprême, surtout envers les féministes ou celles qui osent remettre en cause l'ordre sexuel phallocratique. C'est un fait bien connu qu'une femme qui dépose une plainte pour viol est automatiquement traitée de putain, ou autre terme semblable. En effet, si elle excite le désir de l'homme, c'est qu'elle veut bien se vendre ou se laisser prendre. On ne peut à la fois avoir l'aspect de la marchandise et refuser de se vendre.